Mais donc, dans l'ordre de la prise de parole, pour la revue Les Annales, donc Étienne Anheim, qui est devant le micro, maître de conférence en histoire médiévale à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, et qui est le directeur de la revue Les Annales, également qui a dirigé le numéro de 2010, Savoir de la littérature, dont on vient de parler en introduction. Avec Antoine Lilti, qui n'est pas là, mais qui s'est joint à la réflexion qui a précédé la mise en place de ce colloque. Ensuite, pour écrire l'histoire, alors plutôt à droite du micro, Claude Millet, professeur de littérature à l'Université de Paris 7, Paul Pétitier, également professeur de littérature française à l'Université de Paris 7, qui co-dirige toutes les deux la revue Écrire l'histoire depuis 2008, et accompagné de Sylvain Venère, maître de conférence en histoire à l'Université Paris 1, qui est également membre du comité de rédaction de la revue Écrire l'histoire. Ensuite, sur la gauche de la table, pour la revue Labyrinthe, un binôme, Marc Ames, donc à côté d'Étienne Anheim, chercheur au CNRS, où il est spécialiste de l'ère de la Méditerranée provinciale et de l'histoire ottomane. Il co-dirige la rédaction de la revue Labyrinthe depuis l'année... Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Bon. Et à côté de lui, donc Laurent Dubreuil, professeur à Cornell, qui travaille également sur les relations entre littérature, philosophie et discipline du savoir, qui a dirigé plusieurs numéros de la revue Labyrinthe, qui travaille aussi pour une autre revue, cette fois-ci non française, qui est Diacritics. Et tout à droite, donc Florent Coste, qui termine une thèse en littérature médiévale et qui est Prague à l'Université de Lorraine, qui fait partie donc de la revue Tracé et a dirigé plusieurs numéros de cette revue Tracé qui a commencé dans le cadre de l'ENS Lyon et qui existe depuis 2002. Donc je vais laisser parler autant que possible nos représentants des revues, simplement vous dire les quelques axes que j'ai proposé qu'on suive pour pouvoir ouvrir autant que possible le débat entre ces différents représentants. Premièrement, le positionnement de chaque revue entre les disciplines, entre donc, ces différents terrains dont on a parlé, du littéraire et de l'historique, de la critique littéraire et du travail historien. Mais aussi, à travers ça, la polysémie que vous avez tous abordée d'une manière ou d'une autre, et les usages des mots littérature et histoire eux-mêmes, qui font souvent l'objet, à travers des thématiques ou des dossiers précis, de vos numéros. Derrière les mots littérature et histoire, il y a aussi les mots historicisme, les mots littérarité, le mot de fiction. Et enfin, en présentant éventuellement quelques-uns des numéros qui rassemblent vos réflexions comme comité de rédaction, éventuellement faire un petit peu de prospective et parler des sujets actuels, au-delà des débats dont on a parlé et qu'on a situés en 2010, mais ce qu'on fait à partir de ce moment-là, de penser entre l'histoire et la littérature, et quels sont les développements futurs. Donc je laisse Étienne Anheim commencer, et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci aux trois organisatrices du colloque de nous avoir invités à présenter ce numéro. C'est pour moi l'occasion à la fois de revenir sur ce qui a été un projet éditorial, un numéro de revue, et de revenir un peu plus largement, comme Lucie nous interrogeait à l'instant, sur la configuration intellectuelle dans laquelle on peut décrire le positionnement de ce numéro. Le projet éditorial, pour nous, c'était donc celui de ce numéro des Annales de 2010, intitulé « Savoir de la littérature », qu'on a coordonné, Antoine Lilti et moi, et qui a à la fois été réfléchi spécifiquement, c'est-à-dire c'était un projet particulier, ce qui n'est pas toujours le cas dans une revue qui alterne des dossiers, des numéros thématiques et puis des numéros de varia rassemblement des textes qui nous viennent de l'extérieur ou qui nous sont proposés. Donc un numéro réfléchi spécifiquement, mais qui n'avait pas pour fonction d'épuiser la question qui nous est posée aujourd'hui sur histoire et littérature. Et s'il ne s'intitule pas Histoire et littérature, c'est entre autres pour ça, outre le fait qu'il y a déjà un numéro des Annales qui s'appelait Histoire et littérature. C'est-à-dire que certaines questions fondamentales pour notre discussion d'aujourd'hui, sur l'écriture des sciences sociales ou sur la philologie, telle qu'elle a été évoquée tout à l'heure, sont périphériques par rapport à ce qu'on essayait de faire.
Ce qu'on essayait de faire, c'était d'abord de s'insérer dans une histoire de la revue. Ce n'est pas une nouveauté que de dire que la littérature et la critique littéraire ne sont pas au cœur du projet historique des Annales, sinon à travers sa vocation totalisante, qui fait qu'en théorie, rien ne devrait être étranger à ce que les Annales, ou du moins ce que les fondateurs ont voulu faire. Ça n'empêche pas qu'il y ait des jalons occasionnels. On peut parler de ce que Febvre a fait sur Rabelais et de la façon dont il a travaillé le texte de Rabelais, de l'article sur Barthes qu'on a d'ailleurs réutilisé dans de l'article de Barthes, pardon, qu'on a réutilisé dans l'introduction de notre numéro. Et puis, on peut parler également de ces déplacements des années 90, 2000, le numéro Histoire et littérature de 1994 et le numéro Pratique d'écriture de 2001, qui étaient les numéros qui donnaient, je dirais, une première matérialisation des programmes de recherche qui ont été poursuivis, disons globalement, en particulier à l'École des hautes études, autour de Christian Jouot et de Roger Chartier. Et ces numéros sont des jalons de ce point de vue-là. Mais ce sont des numéros qui ont d'abord pour fonction de prendre la littérature comme un objet et de s'interroger sur les outils de l'historien pour cerner ou ouvrir cet objet, s'interroger sur l'écrit comme catégorie transverse à l'histoire et à la littérature, dans une perspective presque anthropologique, réfléchir à la manière dont le littéraire, pour reprendre l'appellation de nos collègues du Grill, peut être interrogé. Le positionnement de notre travail était un peu différent dans ce sens que l'objectif n'était pas seulement de poursuivre tous les 10 ans l'idée de publier un numéro sur la littérature, mais aussi de changer un peu de perspective. Et ce numéro était également dans notre esprit à lire en lien avec un numéro un peu voisin sur la philosophie, un dossier sur l'anthropologie et le temps, et des projets en cours autour de la question de la généalogie, de la généralisation ou de la mémoire. C'est-à-dire que le point de vue, c'était celui d'une réflexion sur la pratique de l'histoire aujourd'hui et sur la manière dont la pratique de l'histoire aujourd'hui peut entretenir des liens avec ce qu'on appelle la littérature, c'est-à-dire sortir de ce qui nous avait semblé être en grande partie l'attitude de sens commun de beaucoup de nos collègues, c'est-à-dire d'un côté un regard de sciences sociales perçu souvent comme réductionniste et d'un autre côté un regard littéraire, parfois perçu par les historiens comme relevant ou bien d'une mystique du texte ou bien d'une déconstruction des ambitions scientifiques de l'histoire. Et à partir de là, le pari du numéro, et c'est ça qui me semblait intéressant, c'était précisément le pari d'une fiction, au carré en quelque sorte. Si la littérature était une science sociale, qu'est-ce qu'elle serait comme science sociale et qu'est-ce qu'elle aurait à dire à ce moment-là aux historiens et sur l'histoire. D'où ce titre, Savoir de la littérature. Là encore, il faut faire la part de la dimension technique de la préparation des dossiers. On peut justifier les raisons pour lesquelles on a choisi effectivement à la fois le terme littérature, le terme savoir, si ça intéresse certains d'entre eux. Ce que je voulais vous expliquer, c'était l'esprit dans lequel ça avait été fait. Ensuite, je comprends tout à fait les critiques qui ont eu lieu dans un certain nombre de débats auxquels on a participé, aussi bien sur un vocable que sur l'autre. Et je ne prétends pas là donner une définition absolue de ces deux termes que nous avons employés. Nous, ce qui nous intéressait, c'était en fait de déployer cette question. Est-ce que la littérature pourrait être une science sociale de deux manières. D'une part, d'une façon épistémologique, c'est-à-dire quelle connaissance la littérature propose-t-elle du monde social et historique et comment cette connaissance peut-elle s'articuler à la connaissance élaborée par d'autres disciplines des sciences sociales et des sciences historiques. Et puis d'autre part, deuxième volet qui n'est pas moins important, une interrogation pragmatique, c'est-à-dire sociologiquement, les universitaires, et en particulier les praticiens des sciences sociales, sont également de grands consommateurs de littérature. Et alors, quel est l'effet cognitif de cette situation ? C'est-à-dire le fait que les historiens, mais les anthropologues, mais les sociologues, lisent par ailleurs la littérature
à la fois hérité et canonisé, mais la littérature de leur temps, comme on vient de le voir avec François Hartog, qu'est-ce que ça produit sur l'élaboration intellectuelle du savoir dans ces disciplines. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on a essayé d'illustrer à la fois en évoquant, par exemple, l'usage d'adjectifs tels que qu'est-ce qu'on dit quand on dit que quelque chose est balzacien, et proustien et kafkaïen. Est-ce qu'on utilise là ces termes comme une forme de description d'une réalité sociale? C'est vrai beaucoup plus généralement à travers les procédés d'écriture, à travers les exergues, à travers toute une série d'attitudes qui trahissent ce qu'on pourrait appeler l'amour de la littérature chez beaucoup d'universitaires relevant des sciences sociales, mais qui, en même temps, est souvent un amour inavoué ou qui passe, je dirais, par des biais indirects sans être forcément thématisés ou réfléchis à la manière dont François Hartog le présentait tout à l'heure, justement, dans l'introduction, c'est-à-dire savoir la façon dont cela nous affecte. Alors, cet enjeu réflexif, il était fondamental, et je signale du point de vue des échappés, pour en arriver à la fin de la question de Lucie, et bientôt m'arrêter, que c'est une question qui peut être retournée, c'est-à-dire que la question se pose aussi, et c'est un des aspects passionnants, je pense, de ce type de rencontre, dans les termes inverses, les gens qui écrivent lisent de l'histoire et lisent des sciences sociales, ce qui n'est pas non plus sans effet sur l'écriture littéraire. Et là, on pourrait décliner toute une série d'exemples. On a parlé tout à l'heure de Little, d'Eugénie. Moi, je suis historien du Moyen-Âge. C'est quelque chose qui m'avait frappé il y a longtemps sur Pierre Michon, par exemple. Et la question de la prise en compte par Pierre Michon d'un certain nombre de travaux historiographiques, dans un certain nombre de cas assez nouveau dans les années 90 quand il a écrit Mythologie d'hiver, est quelque chose d'assez étonnant. Ou Jacques Abeille, par exemple. Jacques ? Oui. Par exemple, Les Jardins statuaires, c'est extraordinaire de lire ce livre en regard de ce qu'a pu être l'anthropologie structuraliste en France. Donc, il y a comme ça une série d'éléments qui nous intéressaient, et c'est en fait dans ce cadre général réflexif et historiographique que nous avons voulu nous situer, ce qui marque aussi les limites du projet de ce numéro des Annales. Il ne s'agit pas évidemment d'avoir le dernier mot sur la manière d'étudier la littérature dans les sciences sociales. Pour nous, ça participait plutôt à un programme d'aggiornamento, si vous voulez, qui était de dire, du point de vue des historiens et dans l'historiographie, dans ses rapports à l'interdisciplinarité, on est parfois coincé dans des débats des années 80, et est-ce qu'on peut dire autre chose ou avancer autrement ? Et tout cela participe effectivement, probablement d'un moment. Ce n'est pas quelque chose qu'on avait en tête au moment où on l'a fait. On ne l'a jamais en tête, évidemment. Mais il est vrai qu'il y a une convergence particulière qui dépasse l'histoire. On parlait tout à l'heure dans l'introduction de Catherine Coqueux de l'anthropologie. Il y a eu ce volume qui vient de paraître sur anthropologie et littérature chez Anarchasis, je crois. Non, c'est ça, Anna. Qui est assez emblématique de cette évolution. Également dans l'écriture romanesque. Et ce qui me semble caractéristique de ce moment, pour conclure en tout cas de mon point de vue, c'est qu'il reprend la question du narratif et la question de la fiction, qui avaient été des questions très fortes, mais au fond, non plus vraiment pour elles-mêmes, mais pour les replacer sur un autre terrain, le terrain du problème de la connaissance partagée, du temps, du passé, de la mémoire. Et en fait, ce terrain, c'est un terrain qui est un terrain épistémologique, phénoménologique, ontologique aussi. Et je crois que c'est ça la singularité un peu de la question des rapports histoire et littérature telle qu'elle se pose aujourd'hui par rapport à la manière dont elle a pu se poser dans les décennies précédentes.